Bonjour tout le monde, on lance un Eric. nouveau format, donc on va avec Nam, ici présent. Bonjour Nam. Oui, c'est moi. Ah oui, alors je te Bonjour. regarde vers la droite alors que t'es vers la gauche sur l'écran, ça marche pas du tout. Mais toi t'es sur ma droite. Bon Oui, bref. C'est on parce se que je regarde pense pas. que ma webcam est inversée, à mon avis, c'est tout simplement ça. Donc on lance un petit format sur notre grande passion, l'actu du meilleur et du pire du streaming. Je précise quand même du pire parce que bien souvent c'est le pire, mais on adore regarder des films nuls en streaming avec Nam. Donc voilà, C'est pas... donc là on vous lance une petite rubrique, on va revenir régulièrement vous parler des sorties le plus rapidement possible. Là, c'est sorti la semaine dernière, mais on vous en parle maintenant. Et c'est le nouveau film de David Fincher, donc The Killer. C'est sa troisième collaboration avec Netflix, puisqu'il avait déjà fait Mank il y a quelques années, un film sur un scénariste d'Hollywood. Et ça, je ne sais pas si tu le sais, Nam, il avait aussi fait un épisode de Love, Death and Robots qui s'appelle Mauvais Voyage. D'accord. Je sais pas Bah, si tu j'ai avais pas tout cette vu info. de Bah Love, ouais. Death and Robots, mais Et d'accord. alors, je recommande chaudement aux gens qui nous regardent, même si vous ne regardez pas toute la série de Love, Death and Robots, de regarder l'épisode de David Fincher, puisque c'est un petit peu un film de terreur Lovecraftienne, et c'est très très sympa. Donc, David Fincher, donc troisième collaboration avec Netflix. Sinon, que dire de plus sur ce film? Et c'est la première fois qu'il tourne avec Michael Fassbender, je crois. Je crois bien, Je oui. crois pas qu'ils aient fait de film ensemble précédemment. À la musique, on a Trent Reznor de Nine Inch Nails et Atticus Ross, qui est l'équipe habituelle qui trouve avec lui. À la photographie, on a Eric Messerschmidt, qui a un nom de chasseur allemand, qui est un jeune directeur de la photo, mais qui a déjà eu un Oscar justement pour le film Manque de David Fincher, et qui a travaillé sur le dernier Michael Mann, Ferrari. Et j'ai vu aussi que il avait commencé sur une de mes séries préférées, qui est Légion. Et donc, bravo à Ah, lui. Voilà. bah oui. Voilà, bravo à lui. Puis après, il a commencé à bosser avec Fincher sur Mindhunter. Et donc, ça a l'air de bien rouler entre eux. Le fait qu'il travaille pour Fincher et Mann, à mon avis, il y a quand même une petite filiation entre ces deux cinéastes, mais on reviendra là-dessus. Et au montage, on a aussi un régulier de Fincher depuis Benjamin Button, qui a eu l'Oscar pour Social Network et Millennium, et qui s'appelle Kirk Baxter. Donc, c'est toujours la même équipe. C'est adapté d'une bande dessinée franco-belge, mais qui a un format un petit peu particulier, puisque c'est un format un petit peu comics avec des grandes cases. On va dire il y a 4-5 cases par planche, quoi. Cette D'accord. BD, elle a été faite par, donc au scénario, on a Mats, alias Alexis Nolan. Petite anecdote, Alexis Nolan, quand je travaillais chez Ubisoft, c'était le délégué syndical d'Ubisoft. Donc voilà, donc, je l'ai croisé. Et au dessin, Jacques Hamon. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour l'intro sur comment le projet a été fait. Projet un petit peu étonnant, voir Fincher adapter une BD franco-belge. Euh, C'était pas forcément prévu. Est-ce que c'était une BD que tu connaissais, Nam, puisque les gens voient pour la première fois en exclusivité tes rayonnages de bande dessinée derrière toi? Bah non, parce que bah, les gens peuvent voir, Voilà, c'est beaucoup de l'américain là derrière moi. c'est ça. Bah, je me suis dit avec le format un peu comics, tu aurais pu connaître. Je connaissais pas non plus, du coup j'ai lu un petit peu. J'ai lu les deux premiers tomes pour voir à quoi ça ressemblait. Et c'est quand même assez différent. Je pense qu'on reviendra là-dessus assez rapidement. C'est pas forcément sensible pour la critique du film. Euh, pour commencer, moi j'ai une question à te poser, Nam. Euh, Est-ce que, donc on a, alors juste pour faire le pitch, donc on a affaire à un tueur à gages qui se retrouve à Paris. Je rappelle que sa critique est 100% spoil, hein, puisque ça c'est la Oui. règle de la maison. Quand on fait une critique, on est obligé de parler de ce qu'il y a dans le film, donc on est obligé de dire ce qui s'y passe. Donc ce tueur à gages est à Paris. Et à Paris, il a donc une mission de tuer quelqu'un. Et ce tueur à gages qui est implacable, qui est génial et qui est très très fort, qui a 100% de taux de réussite, va se foirer et s'enfuir. Quand il va revenir chez lui, il va trouver sa petite amie qui a été passée à tabac et il va décider de se venger des personnes qui ont passé à tabac sa petite amie et qui probablement sont ses employeurs et ses commanditaires. Est-ce que j'ai fait un bon résumé? Ça va à peu Oui, près oui, ou... bah c'est ça. De Ouais, toute façon, là, en disant ça, j'ai raconté la moitié du film, hein. c'est ça, c'est ça. Je pense que le film est assez... euh, a une structure, alors il a une structure un peu particulière, il a une structure en chapitres qui sont nommés. Donc on a des titres de chapitres à la fin, au début de chaque séquence. Et ces chapitres suivent à peu près tous le même format, c'est-à-dire il s'agit de retrouver quelqu'un et manifestement d'assassiner ces personnes et de trouver un indice pour aller à la piste de la personne suivante. Et chaque chapitre a tendance à se dérouler aussi dans un pays en particulier. C'est ça, Et qu'il y en a certains qui vont commencer en transition d'un pays à l'autre parce qu'il est en déplacement. Mais c'est ça. Au rayon des visites, donc on va visiter Paris, la République dominicaine,
la Nouvelle-Orléans et New York. Moi j'ai une première question à te poser. Est-ce que pour toi le film est un film d'enquête? C'est-à-dire est-ce que c'est vraiment important les indices qui mènent de l'un à l'autre? Est-ce que pour toi le film est un film d'action? À quoi on a affaire finalement? Et bah pour ça, je vais sortir mes jaquettes DVD. Vas-y. Alors, euh, bon, alors, moi déjà à la base, alors oui, The Killer c'est adapté d'une BD. Moi quand j'ai vu le titre, je pensais qu'à la base c'était adapté de ça. Alors je sais pas si vous voyez, j'attends le retour. Ah, moi Oui, c'est ça. je vois très bien. Oui. The Killer de John Woo avec Chow Yun-fat, parce que les deux s'appellent The Killer. Mhm. Mais du coup, bah c'est pas le cas. Mais il s'avère que les deux The Killer ont quand même un point commun, c'est qu'ils partagent un certain comment une certaine filiation cinématographique avec un film. The Killer de John Woo, c'est confirmé qu'il en est inspiré. C'est Le Samouraï de Melville. Encore une fois, je sais pas si vous voyez. Avec le bel Oh, il y a Alain un Delon. de beaux reflets. De beaux reflets d'Alain Euh, Delon parmi les reflets. On verra qu'il y a beaucoup de reflets dans The Killer aussi. et il s'avère que le Samouraï de Melville, en fait, c'est un film qui a comment bah, qui est sorti de fin des années 60, si je dis pas de bêtises. 67, Attendez, 68, un truc. alors là, je peux faire du fact-checking en direct, ça c'est formidable, Vas-y. c'est 67. 67, c'est ça. Et donc il s'avère qu'en fait c'est un film qui est un peu particulier dans l'époque parce que on pourrait dire c'est un film noir dans l'ambiance. Ouais, Donc les films noirs c'est souvent des films d'enquête. Sauf qu'à l'époque, bah, en fait, la mode des films noirs était déjà passée. On était plus sur du Hitchcock avec du suspense, avec de l'action, des retournements de situation. Et le Samouraï de Mayville est pas du tout, mais alors pas du tout dans cette optique-là. On est plus sur un film d'ambiance qui va être très lent. On va pas forcément savoir ce que fait le personnage, pourquoi il le fait. On va découvrir au fur et à mesure. Et par exemple, alors, attendez, je reprends ma jaquette. Ici des films dont ils sont, dont qui ont inspiré Samouraï, pour vous donner une idée. Donc, ils vont citer Ghost Dog de Jim Jarmusch, Police Python 357 d'Alain Corneau ou Hit de Michael Mann. Donc, on est quand même dans des films policiers, mais pas forcément des films d'enquête ou des films d'action, même si Hit a quand même une à grande proprement parler. composante de film d'action, mais c'est vrai que effectivement on se retrouve dans la tradition du film noir. Alors c'est marrant parce que je travaillais justement sur les problématiques du film noir un peu sur Wikipédia et à quel moment on passe du film noir au film néo-noir, c'est-à-dire le film euh, un petit peu postmoderne, c'est-à-dire qui joue avec les codes du film noir. Et ça apparaît, donc les films qui sont Mm. au début des années 70, quoi. Donc on peut dire que Le Samouraï est vraiment un film qui est à la charnière. Euh, Bah, surtout que le Samouraï est un film français aussi, là où oui, les films noirs traditionnellement sont des films américains. ouais. Qui ont eu la dénomination film noir quand ils sont arrivés en France à la fin enfin à la Libération, après la Libération. Euh, et en fait, c'est toute cette vague de films qui était jugée très sombre à l'époque, euh, enfin par les spectateurs français qui ont donné cette dénomination. Donc on est quand même dans un truc assez particulier. Puisqu'effectivement, les films noirs vont s'intéresser plutôt à la société des bas-fonds, va aller dans des... Alors je vais utiliser l'expression préférée de Nam, c'est lui qui m'a appris le mot, dans les milieux interlopes, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas moi, c'est Justin. Ah, Et c'est c'est Justin qui vous a appris le ben mot? oui, Mon Dieu, c'est Justin qui le dit tout le on temps. embrasse Justin, hein, par ailleurs. Et Euh, c'est Lila que ça fait marrer à chaque fois. c'est ça. Parce qu'effectivement, ça n'a pas l'air de vouloir dire ça. Et les films noirs aussi sont des films plus euh, d'atmosphère, euh, des films un petit peu plus, oui, voilà, un petit peu plus centrés sur l'atmosphère. Et l'un des néo-noirs les plus connus, par exemple, c'est Blade Runner. Donc on imagine très bien cette musique lancinante, ces personnages un peu en clair-obscur. Et là, on est un petit peu dans cette filiation-là. Et de toute façon, David Fincher, au fil de sa carrière, n'a cessé que d'explorer le film néo-noir, le genre du néo-noir, puisque des films même comme The Game, Seven, et même dans une moindre mesure Fight Club peuvent se réclamer de l'influence du néo-noir, au moins sur le plan de l'esthétique visuelle. Ah oui, oui. Euh, donc tout ça pour dire que si vous êtes venu chercher un John Wick-like, vous êtes plutôt au mauvais endroit a priori. Euh, tout ça pour Et ça dire a dû ça. dérouter pas mal de gens, ça. Voilà, ce qui apparemment a perturbé pas mal de gens. C'est vrai que si vous attendez de grandes scènes d'action ou des scènes d'enquête un peu précises, méticuleuses, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment plutôt dans un film à caractère psychologique. Et même, pourquoi pas, dans un thriller psychologique. Tu parlais de Hitchcock, c'est vrai que Hitchcock a développé un petit peu son style particulier en parallèle du film noir
même si certains de ces films quand même pourraient être assimilés à des films noirs. Euh, mais effectivement, là, je pense que il y a d'ailleurs des références à Hitchcock aussi dans le film, en tout cas à cette époque-là. Euh, Moi, je voudrais, si on peut commencer, peut-être, commencer par le Oui. début et commencer par la scène d'introduction. Donc, la scène d'introduction, c'est la planification d'un assassinat euh, dans les alentours du Panthéon, si ma géographie parisienne est bonne. Tu me diras si. Oui, normalement. Il me Enfin, on voit le semble que c'est Panthéon ça. après, donc on sait qu'il est à côté, mais Exactement. que ça a vraiment été tourné là, on n'en sait rien, Non, comme ça, d'hab. on sait pas. Quoique potentiellement, parce qu'il y a quand même une petite course-poursuite après dans Paris, donc je pense qu'il a un peu tourné là. Après, on sait pas où ici. Bon, il a bien dû se trouver un appart avec vue sur le Panthéon quand même, ça va. Oui, Pas oui, la mais Tour enfin, je veux dire, Eiffel. le truc pour être à Saint-Mandé, ce serait pareil, tu vois. C'est ça. Euh, et donc, ça commence par une scène qui est quand même, alors je sais pas ce que tu en penses, mais assez prenante, puisqu'il prépare un assassinat. Donc, on le voit faire des espèces d'exercices de préparation, des exercices de respiration, aussi préparer son matériel. Et là, on est tout de suite interpellé par la voix off, qui sera assez omniprésente pendant le film. Et dans sa voix off, il explique un petit peu sa méthodologie et sa vision de la vie, qui a l'air, ma foi, fort misanthrope, pour le moins. Euh, Oui, donc on va dire ça. Et cette scène-là aussi, pour partir un petit peu de la forme, pour moi va vraiment nous plonger dans l'état d'esprit du personnage. Et notamment ça passe à travers la musique. La mm, bande son du film, donc j'ai dit il y a une bande son de Trent Reznor et Atticus Ross très honnêtement qui m'a pas énormément marqué pendant le film. Mais il y a aussi toute une bande son non originale qui sont des morceaux de The Smiths. oui, Euh, vraiment, c'est son et donc le préféré. premier assassinat se fait sur le son de la musique du générique de Charmed et Oui. d'une manière assez particulière en tout cas dans la forme, c'est-à-dire qu'en fonction du placement de la caméra, le son va être perçu de manière différente. Soit on va l'entendre nettement, soit on va l'entendre comme si on l'entendait à travers des écouteurs, soit on va l'entendre comme si on était dans la pièce d'à côté. Bah, c'est vraiment, ouais, selon le point de vue de la caméra, la musique va se placer différemment. Enfin, on va entendre la musique différemment. Est-ce que on est dans sa tête et du coup bah, on a le son des écouteurs directement? Est-ce que on est à côté de lui et du coup on va peut-être entendre un petit peu la musique mais très bas? Ou est-ce que bah il y a des plans où il regarde, enfin on voit la rue, où là pour le coup on entend pas du tout la musique, on entend que les bruits de la rue. Exactement. Donc pour moi, en tout cas à travers ça, c'est une manière de nous montrer finalement qu'il veut vraiment être euh, qui veut bien nous montrer qu'à des moments, on est dans le point de vue du personnage, on est dans l'esprit du personnage. D'ailleurs, il y a des plans en vue subjective après. Alors là, j'ai fait un diaporama pour cette magnifique critique. Donc on a la première image là, donc, du film. On voit vraiment ce côté vraiment très clair-obscur avec le Panthéon dans le fond. Ça, c'est la première pause. Je reviendrai dessus après. Euh, alors après, j'ai pas forcément mis. Alors je crois que j'avais mis Ah d'autres oui, plans. Alors attends. Je vais basculer un petit peu. Voilà, donc ça c'est le plan de l'assassinat. Désolé, ils se sont un petit peu tous mélangés. Ça c'est le plan de la préparation. Et donc effectivement, on va alterner les points de vue comme ça, de cette manière-là, entre euh, la préparation du tir, son œil qui va regarder à travers la lunette, et effectivement à travers ses yeux, quoi. Donc pour essayer de nous faire ressentir un petit peu vraiment l'intériorité du personnage, on va dire ça comme ça. Alors c'est très marrant parce que j'ai pris mes notes sur Word et j'ai mis une touche pour changer donc ça écrit sur ah, mon Word en même temps. C'est absolument moi comme infernal. d'hab j'ai aucune note. Voilà, c'est pour ça. Toi, tu fais au talent, mais toi, tu peux te le permettre, alors que moi, non. Euh, Ah bah c'est ton émission, hein. c'est ça, c'est mon émission, et c'est Ghetto, donc à mon image. Euh, et donc, ce qui est intéressant, donc, c'est que dès le début du film, on va finalement, Fincher va essayer vraiment de nous mettre au plus proche de son personnage, et ce personnage, on va le suivre pendant tout le film. C'est pour ça qu'on a pu lire dans les critiques, notamment Michael Fassbender est de tous les plans, il porte le film sur ses épaules, donc effectivement, c'est un film qui a vocation à être dans ce personnage-là, d'être au plus proche de ce personnage-là. Euh, Bah, en même temps il n'y a pas une scène qui se déroule dans le film où le personnage est absent. Effectivement, il me semble que même des fois, parfois, il est défocalisé en arrière-plan, des fois, il est dans le contre-champ. Salut Belette, bienvenue. Et, Bonjour. effectivement, du coup, il y a toute cette problématique d'être proche du personnage. Et alors moi, ce que je pourrais reprocher aux films noirs d'habitude, et peut-être pas là, c'est que les films noirs sont souvent des films un petit peu, je trouve, poseurs, avec des mecs très silencieux, très taciturnes, qui font la gueule et qui regardent, qui passent à côté de la caméra l'air de rien. Et là, c'est un petit peu le cas, sauf que justement, on repasse à la première image donc, que je vous ai spoilé tout à l'heure. Cette image-là, qui est littéralement une pause,
et qui est une pose de yoga. Et je sais pas ce que tu penses de cette pose, Nam, mais moi je la trouve un petit peu ridicule. Ce mec qui fait son yoga avec une chemise hawaïenne, on dirait, c'est typiquement des exos que je fais moi quand je fais mes petits exercices de poids du corps à la maison. Euh, et en parallèle, on entend la voix off de ce personnage qui nous dit ne soyez pas comme tout le monde, soyez différent de la multitude, Mm. soyez exigeant avec vous-même, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Nam? Bah, déjà, je remarque que là, ça se voit bien, il est très très bien cadré, hein. Voilà, alors déjà, ça Il est bien à effectivement. l'horizontale, on voit bien les parallèles qui s'organisent partout, c'est très beau. Donc ça, effectivement, on est dans un film qui a un formalisme des plans, en tout cas une composition des plans qui est assez euh, rigide et structurée, on pourrait dire ça comme ça. Et aussi, moi, tout de suite, ce que je vois, c'est une manière de un peu dézinguer son personnage par les faits. C'est-à-dire que dès le début, ce personnage se présente comme assez iconique, assez un dur à cuire, quoi, un petit peu à l'ancienne. Et puis finalement, on le retrouve là, vers sa petite pose, sa petite arabesque, en chemise hawaïenne. Et du coup, ça lui remet un petit peu, pour moi, les pieds sur terre. Et ça le rend même un petit peu ridicule tout de suite. Ah Ridicule bah oui, parce d'ailleurs que qui va là, se matérialiser par la suite, puisque il dit j'ai ah oui. 100% de réussite à mes tirs, et évidemment, il foire son tir. Oui, et il nous lâche un mot fuck juste derrière. Comme si la machine s'était enrayée. Et donc pendant tout le film, j'ai dit à une voix off, et dans cette voix off, il va se répéter un petit peu des mantras sur la vie, sur... alors, mais des mantras, alors des mantras, moi j'ai pu lire dans les critiques des mantras de type un peu post-pubère, vraiment des mantras un peu adolescents. Euh, Oui, eh ben, non, mais il y a un côté, oui, un peu masculin dans le truc. Je, Exactement, mais qui est je veux complètement en être le décalage meilleur, avec quoi. son image, quoi. C'est comme si il se persuadait lui-même qu'il était un mec un petit peu important, quoi. Qu'il était un peu ce tueur à gages froid et sanguinaire, qui n'a pas l'air d'être au fond. Il a besoin de se le répéter sans cesse et de se répéter Et, qu'il bah, est différent et qu'il est badass, parce que la vérité c'est et qu'il l'est dans le, pas. d'ailleurs, dans ce premier, c'est important à souligner, dans ce premier monologue de cette première séquence, à un moment, il va parler du, comment? Et le monde se sépare en deux catégories. Enfin, il le dit pas Oui, il le dit pas à comme la Sergio bravo Leone, truand, mais mais c'est un peu comme ça. En gros, il y a la minorité qui dirige, qui s'élève au-dessus de tout, qui est prêt à tout pour réussir, etc. Et il y a les autres, et lui, dans son monologue, enfin, il dit clairement qu'il fait partie de cette minorité qui s'élève au-dessus des autres. exactement. Et Et ce sera important pour la suite. ça, oui, ce qui sera important pour la suite, puisqu'en fait, les faits, au fur et à mesure du film, ne font que acter de sa médiocrité. C'est-à-dire que sa copine se fait passer à tabac, bah, la première idée qu'il a, c'est comme tout le monde, c'est d'aller se venger et d'utiliser ses capacités Mm. et son expérience pour se venger. Et donc, Alors que dans ses mantras, il a des phrases comme comment? Ne prends que des combats que tu sais que tu peux gagner, ne fais ça que pour l'argent, ce genre de choses. exactement. Et en fait, on sent que s'il est obligé de se les répéter, c'est qu'il est un petit peu obligé de se la jouer, quoi. Et de le faire. Moi, ça m'a fait penser un petit peu, bon, toute proportion gardée, au traitement du personnage principal de Pacifiction, où on a un gars qui est préfet en Polynésie et qui J'ai- se prend un peu pour un agent secret pendant tout le film, quoi. Et là, c'est pareil, on a l'impression que lui, il joue un peu au parfait tueur à gages, quoi. Et là, on se j'ai, sépare un petit peu de la BD, parce que moi, de ce que j'ai lu de la BD, on est quand même plus face à un tueur à gages qui, certes, a un profil d'homme normal, mais qui est plutôt en lutte avec des états d'âme en fait. On est plutôt avec un personnage qui va avoir une espèce de réflexion philosophique sur sa vie, alors que là, concrètement, on est plus sur un personnage qui, à mon avis, essaie de se la jouer méchant, quoi, d'une certaine manière. bah, vu qu'on parle de la voix off, est-ce que tu as la petite image de Fight Club? Alors, j'ai absolument pas d'image, j'ai aucune Ah, image, mais effectivement, ok. alors, là, Nam est en train de chercher sur son étagère de DVD si c'est à Ouais, proximité. non, mais je le vois pas, Mais je sais sachez pas qu'il vit si. dans un château, ça ce n'est qu'une pièce, donc il y a 50 pièces avec des BD et des livres comme ça chez lui. Euh, il vit dans le château de Batiako. Et quatre servants pour ranger tout ça, bien sûr. C'est ça évidemment, et épousseter Euh, les étagères bien évidemment, en tenue de soubrette japonaise. Ça, on est bien au courant. euh, non, parce que par exemple, on parlait voilà, parce que bon, la voix off, on disait, ça fait partie des codes du film noir et du néo-noir, etc. Mais c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé par Fincher, notamment par exemple dans Fight Club. Fight Club qui a une voix off plus d'exposition. Mais une voix off d'exposition, ça implique que bah, la voix off nous parle à nous, elle nous apprend des trucs, parce que le personnage, bah, quand il te présente sa baraque avec ses différents meubles, lui c'est bon, il les connaît. Donc il nous les présente à nous, à plusieurs fois il va briser le quatrième mur.
Tandis que là, dans la première scène, on a certes une voix off qui nous sert à nous d'exposition par rapport au personnage et tout, mais vu qu'il la répète tout le temps, en fait, dès la première scène, on s'en rend compte après, en fait, c'est pas à nous qui parle, c'est à lui qui se répète ces trucs-là. Exactement, ouais. Et Et, aussi, et, vas-y, je t'ai et, terminé. ouais, ouais, et du coup, en fait, tout son discours, moi j'ai plutôt l'impression qu'en fait, c'est son. Comment? C'est ce qui lui permet, lui, de se mettre, tu sais, dans l'état d'esprit dont il a besoin. Mais c'est vrai que du coup, est-ce que cette voix off, au final, est si importante que ça par rapport à ce qu'il raconte? Parce qu'au final, c'est. Parce que d'ailleurs, même si je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'il fait sa voix off, c'est qu'il est en mission, c'est qu'il a quelqu'un à tuer, c'est que Ouais, il a ouais. quelque chose à faire. Bah, Sinon, il n'y a pas la voix off. c'est là où je vais sortir mon gros texte, c'est-à-dire que peut-être Dis. qu'en fait, les films de Fincher, Seven et Fight Club, qui sont considérés comme par d'aucuns comme ses meilleures œuvres, sont des films où il y a des déclarations d'adolescents prépubères que les cinéphiles ont gobé. Et là, est-ce que finalement, ils se moqueraient pas un petit peu de ces attitudes-là en montrant un personnage qui se la joue? Et je repasse du coup. Alors ça, c'est une image un petit peu Hitchcockienne qui rappelle Surfrat que j'avais mise, mais je pense à Oui, cette oui. image-là où on a un gamin qui joue à être un tueur. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment la clé d'interprétation du film, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est un petit enfant qui se persuade qu'il est un tueur à gages. Oui, oui. Après, sachant que le film joue aussi sur le. Comment? Mince, comment ça s'appelle? Euh, Tu sais, ce réflexe que tu as de vouloir donner des émotions à un visage qui n'en a pas. Ah oui, Je sais plus comment ça s'appelle. euh, non, j'ai un mot qui me vient, mais c'est pas du tout ça. C'est de voir des visages dans des objets, donc ça n'a rien à voir. Mais Euh, Parce que du coup, je trouve que j'ai dans pas ce le film, il y terme a aussi un technique. petit côté un petit peu Bresson, euh, où en fait, bon, on a un personnage qui est très stoïque, comment, il y a pratiquement rien qui se passe sur son visage. Et c'est vrai que par exemple, des pareidolie, peut-être, je ne sais pas. Non, pour moi, c'est pas pareidolie. Justement, pareidolie, c'est plutôt quand t'as l'impression de voir des visages un petit peu partout. Non, anthropomorphisme, c'est des choses pas humaines qui ressemblent à des humains, comme Ouais, les animaux dans les Disney. c'est ça. Non, oui, en gros, l'idée d'avoir une espèce de visage impassible et d'arriver à lui accoler une émotion par-dessus, c'est ça que tu voulais dire. Je sais pas Oui, c'est ça. si c'est Bresson, vraiment, c'est ça qu'il recherche comme effet. Mais Bresson, oui. Ah bah, là, peut-être pas, mais après, c'est peut-être en aussi. tout Mais cas, après, en même temps, il lui demande de pratiquement pas jouer, donc. oui, il cherche quand même à dépouiller, en tout cas, à dépouiller au moins dans l'acting les émotions qu'on pourrait y mettre, en tout cas, effectivement. Oui, oui, c'est ça. Parce que même, il y a pas vraiment de personnage qui a des grosses émotions dans le film. Ouais, Tous, ils sont assez on est sur stoïques un en truc général. plutôt naturaliste, ouais, comme. Ils sont même, pour moi, ils sont même assez naturalistes, je sais pas, parce que justement, je trouve qu'ils jouent un peu le côté on est très stoïque et on contient nos émotions, quoi. Ils sont très, pour moi, ils ont des émotions qui sont assez rentrées, quoi, en tout cas. euh, Donc par ailleurs, à travers les images, on se rend compte que le film quand même est dans des tons très, on est très dans le jaune et bleu. Cette image-là, je l'ai mis parce que donc ça c'est la cible et donc il est avec une espèce de pin-up et une pin-up qui a un peu le look des femmes fatales des films noirs quoi, qui est un petit peu anachronique dans le plan. Donc ça, je pense aussi que ça va avec l'esthétique recherchée. Ça c'est pour dire bon effectivement le côté jaune donc ces teintes un peu jaune et bleu qui créent une atmosphère, quoi, une atmosphère un peu nocturne. On a toujours l'impression que c'est la nuit, même quand c'est le jour. couleur aussi très, très urbaine. On est toujours Oui, dans un milieu très urbain. oui, effectivement, Et on est toujours dans la c'est ville. des grands machins vides en plus. Effectivement. Euh, ok, qu'est-ce que j'avais noté en plus? Euh, donc effectivement, le film a quelques scènes d'action qui sont plus ou moins oubliables. En tout cas, ce qui est à noter, c'est qu'en fait, le film, donc à chaque fois, donc c'est une structure en chapitre, et donc à chaque fois, il va s'agir de retrouver une cible pour pouvoir l'assassiner. Et en fait, les cibles, connaissant son profil de tueur, savent à chaque fois qu'elles vont pas s'en tirer et essaient de trouver toujours un moyen de gagner un peu de temps ou de négocier, même si elles savent qu'elles vont pas en réchapper. Alors, moi, j'ai quand même une petite réserve là-dessus, Oui, il c'est-à-dire a que c'est vrai qu'il a un côté très impitoyable dans le film. voilà, c'est ça. C'est dès le début, Tout, on sait que de toute façon, s'il pointe son pistolet sur quelqu'un, c'est pour le tuer. Et d'ailleurs, ça donne un effet un petit peu gag à chaque fois, puisque à chaque fois, c'est quand la personne s'y attend pas qu'elle se fait abattre, quoi, finalement. Mm. Mais je Oui, trouve que cette structure-là, finalement, on la retrouve 3-4 fois dans le film, et ça donne un côté parfois un peu répétitif,
Mais alors c'est volontaire, puisqu'à la fin du film, il va arriver sur sa cible finale, et ce qui va se passer, bah, c'est qu'en fait, il va casser la boucle, et il va pas tuer cette personne finale. Alors que c'est peut-être la personne qui le mériterait le plus. Sans doute, puisque c'est le commanditaire. Et alors, quelle est ta théorie, toi, sur pourquoi il épargne cette personne-là? Bah, en vrai, c'est il a, bah, techniquement, il a pas besoin concrètement de la tuer. Ouais, Parce que déjà. c'est pas cette personne-là qui va venir le chercher. Hein. C'est pas, lui, il représente pas de menace directe. Après, c'est peut-être aussi pour renforcer un petit peu le propos du film, je dirais. Bah justement, sur cette fameuse phrase qu'il disait au début sur les deux types de personnes. Parce que dans la dernière séquence du film, le dernier monologue, il dit que lui aussi, il fait partie de la multitude, en fait. Et, euh, et en fait, bah, le seul moment où il a approché quelqu'un comment, euh, un des, un des privilégiés qui dirige le monde, c'était ce moment-là. Où en plus ils sont. J'ai bien aimé la petite blague aussi. Il y a quelqu'un qui rentre chez toi avec un flingue et tu sais pas pourquoi. Alors, en fait, du coup, là, pour moi, il a quand même rencontré un autre personnage qui est privilégié, donc je le mets ici. Donc on la voit pas bien parce qu'elle est cachée par le chat. Peut-être que je peux déplacer le chat en Ah, direct, ou ça me paraît risqué, mais en tout cas, croyez-moi sur parole, c'est Tilda Swinton qui est derrière. Et elle est déjà, elle, dans un restaurant de luxe, elle est déjà dans ce monde extrêmement riche. Euh, mais pour moi, le dernier homme qu'il rencontre, finalement, en fait, il se rend compte que c'est un gros tocard, quoi. Que c'est un minable. aussi. Et il Oui. se dit, Oui, c'est nul. limite, il vaut pas la peine que je le tue. Alors, est-ce que c'est de la condescendance, limite, il vaut pas la peine que je le tue, ou est-ce que limite, c'est ce qui lui amène à sa réalisation lui-même, que bah, finalement, lui, c'est un tocard pareil, et lui, ça ne l'intéresse pas de tuer des tocards, finalement. Sachant qu'il y a eu le film nous laisse aussi une autre piste parce que avant de venir l'attaquer, tu sais, il fait une petite recherche sur lui et il fait ah ouais c'est un gros bonnet. Si lui il meurt, les flics ils vont vraiment chercher, tu vois, Ouais. Donc, pour il y a dire peut-être un contrairement caractère aux autres. utilitaire, mais moi, je me demande s'il n'y a pas aussi un caractère psychologique à ça, de se dire, Ah en oui fait, non mais il est bien sûr. tellement désarmé face à ce type qui est idiot, hein, quoi, en face de lui, que Mhm. finalement, finalement, il se dit, mais non, mais je vais pas le tuer. Il est trop, limite, il a presque pitié de lui d'une certaine manière parce qu'il se voit peut-être à travers lui. Donc ça, c'est le plan final du film où effectivement, en monologue, euh, bah, finalement, soyez comme moi, soyez dans la multitude ou quelque chose comme ça. Mais on voit quand même qu'il a un petit tic en dessous de l'œil. Donc un petit tic qui dit que soit il va revenir aux affaires, soit finalement, bah, bon, les interprétations sont ouvertes, mais ça peut être aussi un petit tic qui dit mais au fond de moi, j'ai quand même envie de pas me prendre pour de la merde, quoi. Bah sachant que c'est quand même le seul monologue du film aussi où pour le coup il a personne à tuer. Exactement, puisqu'il est à côté de sa copine qui Donc se remet bon, de à ses la fois blessures. ça sert de fin, mais en même temps ça fait aussi ouverture parce que bah tu sens est-ce que ça voilà avec son petit tic de l'œil, est-ce que ça le démange pas d'y retourner, est-ce qu'il a pas envie de se refaire un petit contrat par-ci par-là là, Exactement. comme Oui, parce dans, que ça comme dans pourrait être une Red. fin tout à fait banale de film commercial qui dit ah, peut y avoir une suite, quoi. Mais ça peut aussi avoir du sens pour le personnage. Également, ce que j'avais noté. Ouais, alors, du coup, je vais aller plus loin dans mon take où il dit soyez parmi les médiocres. Est-ce que. Moi, bon, c'est peut-être une interprétation à deux balles, mais est-ce que finalement, Fincher adresse pas un message à ses fanzous, quoi, d'une certaine manière? Parce que les fanzous de Seven et de Fight Club sont en général des gens qui ont une vision très. Comment dire ça poliment, mais une vision un peu viriliste du cinéma et un petit peu. J'ai vu ces deux films-là, je me sens comme un grand cinéphile, mais également d'une certaine forme d'élitisme qu'on voit souvent reprocher, en tout cas. Par rapport à l'aspect élitiste et tout. Parce que tu parlais de Tilda Swinton qui fait des grands restos et tout. Après, bon, lui, il a quand même une grande baraque en République dominicaine. On voit, il a des caches Oui, lui, il partout est avec. arrivé aussi, hein. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que bah, comment? Il a un côté où il aimerait se voir comme étant James Bond, tu vois. Il peut changer Ouais. d'identité, il peut changer de voiture, il peut se déplacer partout, il a des thunes partout, Mm, mm. il peut vivre la belle vie, machin. Et mais oui, comme tu le dis, ouais, au final, c'est un gros nul. Bah oui, au final, il est un peu. C'est un grenage, mais c'est ce qui le rend aussi un peu attachant, quoi. Parce que Hmm. finalement. Et en fait, moi, ça m'a Et, étonné d'avoir autant de.
Parce que alors j'ai dit peut-être que Fincher il s'en prend aux méchants cinéphiles élitistes parce qu'il est allé sur Netflix, donc il est fâché contre eux parce qu'ils ont dit c'est pas bien d'aller sur Netflix. Mais peut-être que c'est aussi par rapport à lui-même qu'il a une espèce de réflexion où il s'est dit peut-être j'étais comme ça avant et je suis arrivé à cette réflexion-là. Ceci étant, moi j'ai quand même une réserve sur ce message-là, c'est que dans le formalisme même du film, par contre, il n'y a aucun lâcher-prise, à aucun moment. C'est-à-dire que l'évolution psychologique du personnage, elle se ressent éventuellement dans les mots, éventuellement dans ce qu'il affirme. Par contre, dans le visuel ou dans la manière dont c'est filmé, on sent pas Oui. qu'il y ait vraiment un lâcher-prise. J'ai l'impression qu'on est toujours de A à Z dans le film, on est sur le même mode de réalisation qui est d'avoir des plans léchés, une atmosphère de film noir, euh, Ah des oui, éclairages un et peu, des un très petit belles grain des transitions très éclairages. maîtrisées. Ouais, ouais. Ouais. Alors, Non, et ça pour le coup, et le film n'a pas d'évolution formelle dans la manière de présenter son personnage ou son histoire. Ouais, ouais. ok. Pas Le compris seul quelque truc que chose je à ça. voudrais éventuellement rajouter, c'est que euh, par rapport à un John Wick, par exemple, on pourrait se dire que John Wick est un petit peu moins sophistiqué, c'est un peu moins un film d'auteur, mais en réalité, il y a Belette qui nous dit j'ai envie de regarder le film. Ben oui, je crois qu'on a bien aimé le film et qu'on va le recommander. Bah oui, oui, Mais je dirais, c'était par pas mal. rapport à un John Wick qui est un film qui, pour moi, quand même, a plus de fond qu'on ne le croit, c'est-à-dire sous les apparences d'un divertissement très populaire, très accessible, a quand même du fond. Hmm. Celui-là, sous les apparences d'un film très sophistiqué, en fait, ne l'est pas tant que ça. Ça reste un film quand même assez simple. Ça reste un thriller psychologique avec un tueur classe qui va tuer des gens. Mais plutôt sur le registre de la comédie, en tout cas, que moi je rapprocherais plus d'une vibe à la The Game. Dans The Game, on a Sean Penn comme ça qui sait jamais s'il est piégé dans un jeu ou si euh, il y a vraiment des tueurs qui veulent l'assassiner. Et qui a des côtés un petit peu ridicules par moment. Et moi, je dois dire que c'est le versant de la filmo de Fincher que je préfère parce que son versant de filmo très sérieux me touche moins, en fait, tout simplement. Donc, Bah, moi, agréablement surpris par ça. je dirais pas The Game parce que je l'ai pas vu, mais moi, ça me faisait un peu penser Je le à recommande. la réaction qu'ont pu avoir des gens avec The Northman, où ils Oui, s'attendent à voir un film d'action extrêmement violent et tout, et puis ils se retrouvent, bah, certes, devant un film avec de la violence, voilà, mais pas du tout un film d'action comme ils s'y non, un attendent, et puis, film, une sorte d'Hamlet dans le monde de Conan le barbare, quoi. et puis une proposition d'auteur, parce que là, au Exactement. final, c'est un peu ce que c'est, il a voulu se faire un exercice de style, parce que c'est Voilà, un c'est peu à ça. ça que ça ressemble. Ouais. Et franchement, ça marche bien. Mais bon, bah oui, si tu t'attends à du John Wick, c'est pas ce que tu vas avoir. Alors après, ça reste non plus pas très original en termes d'exercice de style parce que j'ai un peu l'impression que la figure du tueur à gages en ce moment, c'est un peu la tarte à la crème des films d'action. Euh, pour le coup, le héros, il a un petit peu la même dégaine que Brad Pitt dans Bullet Train. C'est avec la chemise hawaïenne, le petit bob, le petit machin. Il se ressemble un peu, quoi, dans le côté un peu C'est vrai. ridicule. Et Et les deux étaient un peu nazes. Bullet Train, t'as pas, les personnages ou les films? Les personnages. Les personnages, oui, 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 c'est-à-dire c'était un peu des tueurs un peu nulos, quoi. Oui, oui, oui. Si Mais je, après, non, Bullet Train, c'est divertissant, mais c'est oui, pas incroyable. moi j'ai Mais trouvé ça voilà. sympathique aussi, hein, mais c'est sûr que Mais il ouais, ne tu fait pas parlais trop. de John Wick. Je recommande la vidéo d'ailleurs de Bolche Geek qui parle de John Wick et du contrat social. Ça dure 50 minutes, donc il y a des trucs à dire et c'est très intéressant. Voilà. Voilà, il y a un petit peu Faut- plus de bon. fond qu'on ne le croit, et là je pense qu'il y a un petit peu moins de fond qu'on ne le croit. Mm. Euh, Bah après, en même temps, est-ce que c'est pas le problème de la filmographie de Fincher? C'est que Ah, les Fincher Zoos, comme tu dis, ils mettent plus de fond dans le film de Fincher qu'il y en a en réalité. c'est ça, c'est-à-dire que moi je dois dire que j'ai jamais trouvé que David Fincher était effectivement un très grand réalisateur. Après, quand je vois ce genre de film, je me dis tiens, il est plutôt sur la bonne voie. Par contre, il faut qu'il fasse un petit peu dérailler sa manière de filmer parce que ça reste de A à Z, il filme, bah, de toute façon, depuis un moment maintenant, euh, il se donne un style donné pour son film et de A à Z, il va tenir ce Oui, fil-là. oui. Donc il y a une cohérence artistique. Le problème, c'est que quand on est que dans des propositions postmodernes, c'est très difficile de faire plus beau ou plus captivant ou plus neuf que quelque chose qui a déjà été fait, quoi. Bah oui. Et Euh, puis c'est pas les frères Cohen, donc il lui manque la petite dose de folie. voilà, exactement. C'est-à-dire que les frères Cohen, effectivement, vous prenez un Miller's Crossing qui est tout à fait dans une vibe néo-noire aussi. Ou même un Fargo, hein, Oui. la mise en scène et le scénario déraillent beaucoup plus que ça, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant et qu'on est dans des vraies propositions postmodernes.
Là, on est parfois un petit peu dans l'impression qu'on est au milieu du chemin aussi, quoi. Si Mm. je peux recommander un film, avec Tilda Swinton, mais qui joue pas le même rôle. Tilda Swinton ne joue pas. Là, dans le film, c'est un peu la super tueuse en série qui gère un peu le business, on va dire ça comme ça. Et là, elle joue la médiocre finale, quoi, la commanditaire. Et ce film, c'est Michael Clayton avec George Clooney, où George Clooney joue un avocat qui défend des gars contre Monsanto, en gros. Et, euh, et ben voilà, je vous recommande ce film-là parce que justement, on a un personnage qui est pas du tout un tueur à gages, un personnage de film d'action, etc., qui est un avocat, plutôt un avocat sans scrupules, qui a d'ailleurs cette très bonne phrase dans le film. Euh, il y a les hommes qu'on tue et les hommes qu'on achète. Pourquoi vous n'avez pas essayé de m'acheter? Ou un truc dans le genre, quoi. Et donc, vraiment, je recommande, en tout cas, pour moi, Michael Keaton est un film un petit peu plus abouti que celui-là sur cette structure-là. Et, euh, Et ben moi, et si voilà. je peux faire une petite Ah bah vas-y, recommandation profite-en. également, si vous avez envie de voir un petit film d'action bien sympathique, je vous recommande Red, R-E-D, pour retraité extrêmement dangereux, avec Bruce Willis, Morgan Freeman et John Malkovich, et qui est également une adaptation de BD, où c'est Bruce Willis, qui est un ancien de la CIA. Un jour, il y a des gens qui débarquent chez lui pour essayer de le tuer, et il est forcé de reprendre du service. Voilà. Donc il va recruter Comme tous les ces films de vieux de la Bruce vieille, Willis, hein. qui sont également retraités. Comme tous les films de Bruce Willis, une fois qu'il a passé la cinquantaine. J'ai cherché le réalisateur de Red, mais ma connexion a décidé de ne pas me le Ah donner. bah attends, Mais je me mais demande si c'est pas j'ai Robert le machin. Wenke. Je vous parlerai de Robert Wenke une fois. Un- Svenke? Ouais, Svenke? c'est ça, Robert Wenke, Ouais, un Robert réalisateur Svenke. allemand, qui est en fait un très bon réalisateur, mais qui fait le tâcheron à Hollywood. Et des fois, quand même, essaie d'apporter des trucs. Et Red, c'est plutôt le haut du panier de ce qu'il a fait à Hollywood, effectivement. C'est plutôt sympathique et rigolo. Là, on est franchement dans la comédie. Parce que je dirais pas que The Killer est une comédie quand même si j'ai trouvé le film très Non. drôle. Éventuellement une comédie noire, on pourrait dire, par certains aspects. Mais mm, Oui, mais c'est pas le c'est- but du film, oui, quoi. voilà, c'est pas. Pour moi, on est quand même plus dans le registre du thriller, en tout cas. Euh, donc voilà, pour ma part, on m'avait dit un Fincher mineur, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt une bonne surprise, que c'était un film plutôt entraînant à voir, même si un peu répétitif parfois. Et j'ai trouvé que c'était, alors pour ma part, plutôt le haut du panier de la filmo de Fincher, parce qu'il y avait un second degré qui, pour moi, n'est pas présent dans beaucoup de ses autres films, et une distanciation aussi Mm. qui m'a semblé en tout cas un peu salutaire, même si j'aimerais que ces films déraillent un peu plus et qu'ils se lâchent encore plus. Donc les encouragements du jury, Bah, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas Non, mal. mais oui, s'il continue à faire des petits trucs comme ça, pourquoi pas, hein. Ouais. Et, euh, et voilà, moi je trouve. Alors, il y a toujours aussi ce débat sur est-ce que finalement Netflix a une influence sur les productions et notamment les productions de ses auteurs. Moi, je pense que c'est un débat qui est un peu creux, c'est-à-dire il y a des auteurs qui ont des libertés et des auteurs qui n'ont pas de liberté. Je pense que Fincher, il a toute l'attitude de faire ce qu'il veut, il n'est pas du tout obligé de se plier à un cahier des charges. Donc s'il s'y plie, c'est qu'il s'y plie de bon gré par moment. Euh, Par ailleurs, quand on voit certains films qui sortent au cinéma, notamment là, il y a la bande-annonce de Madame Web qui est sortie Oula, chez oui. Sony, bon, on a l'impression que c'est une série Netflix. Donc pour Non, mais moi, Sony, faut qu'ils arrêtent avec Spider-Man, hein, c'est pas possible. oui, oui, bah, de toute façon, Stop, vu les box-office qu'ils vont faire, à mon avis, ils vont vite arrêter. Même si stop, j'attends un quoi. petit peu le Craven, parce que c'est J.C. Chandor à la réalisation et politique de l'auteur, tu me connais. S'il y a un Oui, auteur oui, oui, oui. derrière, pourquoi pas. Donc voilà, Ouais, bah mais bon, j'en ai déjà vu trois, là. J'ai vu Venom, Venom 2 et Morbius, je peux plus, hein. cet homme a fait le Vietnam, hein. Ça, c'est l'équivalent C'est de la plus guerre du possible, Vietnam en termes de hein. cinéphilie, hein, on peut le dire. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses que je préférerais oublier. Moi, j'étais au cinéma aujourd'hui et il y avait des gens qui parlaient de Morbius dans la salle, ça m'a choqué. Ouais, Pourquoi mais, vous ah, parlez de voilà, Morbius? N'en parlez pas. que les gens sur Twitter ont réussi à refaire sortir. Non, 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 arrêtez, c'est bon. Passons à autre chose. Non, vraiment. Ah, j'ai fait la voix de Macron, tiens. Bref. Bah voilà, bon, bah, c'était notre première petite capture. Bah Bon, oui. c'était un petit peu chaotique niveau son, on va essayer d'améliorer tout ça. De toute façon, on prend un petit peu nos marques. On peut déjà annoncer, si ça intéresse les gens, le prochain. Ah bah, annonce le prochain, j'ai absolument pas sous les yeux. Mais attends, j'ai le machin. Il y a Bottoms, le Ah 20. oui, sur Prime Video, qui est la comédie qui fait un gros buzz aux US et qui malheureusement chez nous sort sur Prime Video et pas au cinéma. Donc on vous en parlera.
a priori, ça s'annonce plutôt cool. Ah non, mais il y a Et d'autres trucs avant. il y a d'autres trucs avant. Bon, en tout cas, Ouais, il y parce aura que Bottoms. c'est pas dans l'ordre. Comment ça, c'est pas dans Euh, l'ordre? J'ai mis dans l'ordre des dates, moi. Bah non, il y a un 20 qui est avant les 17. Ah, bah, ok. Ok. Parce que du coup, les Je 17, remettrai dans l'ordre. il y a du coup, il y a Nouveau Riche, mais je pense Ah, qu'on nouveau verra riche pas. du fils de François Hollande et Ségolène Royal. Enfin, à mon avis, Ouais, film. À mon avis, là, on est sur du lourd. ouais, c'est possible. Je Il y a pense. Believer 2, mais j'ai pas vu le premier. Ouais, ça, c'est un film, un thriller coréen. Donc, à voir si on le fait aussi. Et il y a Bayard Rustin. Ouais, Bayard Rustin, un biopic américain qui a l'air, ma foi, assez intéressant. Sur un activiste homosexuel, mais je n'en sais pas plus. Je n'ai pas regardé plus le détail. Euh, Alors tout ça pour dire, oui, donc c'est notre premier format. Ça, on va le mettre sur YouTube. Je sais pas si je vais faire du montage, mais s'il y a vraiment des tunnels un peu chiants ou les moments où je me galère à faire les trucs, peut-être que je couperai pour que la vidéo soit un petit peu plus courte. Parce que mine de rien, on a fait 43 minutes sur le film. C'est beaucoup. Oui, Euh, sachant que le film dure 2 heures. voilà, c'est ça. Bon, après, on serait François Godot dans la gêne occasionnée, on aurait fait 4 heures, hein, je pense. Mais on n'a pas des choses Oui. aussi intelligentes à dire pour le moment. Et donc voilà, n'hésitez pas, bah, si vous découvrez cette vidéo sur YouTube, à liker, vous abonner, car il y aura littéralement 0 abonné quand vous verrez la vidéo, et à laisser des petits commentaires. Je les lirai et je les prendrai en compte pour essayer de rendre votre expérience la plus agréable possible pour les prochaines fois. Et d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et je coupe le Et stream, bye bye. salut!